de préciser une chose qui correspond à des accords que j'ai passés avec la direction générale. Je parle en mon nom propre et évidemment pas au nom du CNRS ou au nom de mon laboratoire d'affectation. Bon, là, vous venez de me montrer un film qui est censé représenter l'autopsie d'une créature venue d'ailleurs. Je ne me sens pas compétent pour donner un jugement définitif là-dessus. Je pense que vous avez fait un certain nombre de choses qui me paraissaient des choses plausibles sur cette question. Maintenant, là où je peux intervenir, c'est lorsque on pose la question, est-ce que ça paraît plausible? Est-ce qu'il serait possible que des êtres venus d'une autre planète viennent chez nous? Alors, vous savez que sur ce plan-là, la majorité des scientifiques est contre en disant c'est pas possible parce que les distances sont considérables, on est limité à la vitesse de la lumière. La plus proche étoile était 4 années-lumière, donc il faudrait 40 ans aller et 40 ans retour au dixième de la vitesse de la lumière, donc le temps de voyage est prohibitif, donc les gens sont très sceptiques sur cette question-là. Alors effectivement, si on considère la cosmologie telle qu'elle est actuellement avec un seul univers, en un sens, ils ont raison. Mais tout change si on se met à considérer qu'au lieu d'avoir un univers, on en a deux. Alors le premier qui a eu l'idée de doter l'univers d'un frère jumeau, c'est Andreï Sakharov, l'académicien russe décédé. Et moi j'ai repris ces travaux-là en 1977 et j'expliquerai ça tout à l'heure, c'est une chose qui mène quand même assez loin, qui conduisent à des vérifications observationnelles qui sont assez intéressantes. Et à ce moment-là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe lorsqu'au lieu d'avoir un seul univers, on en a deux? Si on a deux univers, il n'y a aucune raison pour que la vitesse de la lumière dans le second univers soit la même. Alors si elle est, comme l'indiquent les travaux, 30, 50 fois plus grande, eh bien, on dispose à ce moment-là d'une espèce de métro express qu'on peut emprunter à condition de pouvoir passer d'un univers à l'autre. Et à ce moment-là, avec des gains de voyage, des gains de temps de voyage très importants qui mettent peut-être des étoiles à 10, 15 ou 50 années-lumière à portée de voyage de type humain. Et la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut passer d'un univers à l'autre? Bon, là, il s'agit de travaux de cosmologie. Il ne s'agit pas d'une opération de baguette magique. Hein. L'objet qui, lui, passerait d'un univers à l'autre, c'est un objet hypermassif. Vous savez peut-être que quand une étoile devient trop massive, trop dense, eh bien, elle a tendance à s'effondrer sur elle-même, comme une étoile à neutrons. Et à ce moment-là, le modèle qu'on vient apporter en secours pour expliquer ce qui se passe, c'est le modèle du trou noir. Bon, voilà, et quand on prend le modèle du trou noir, on a une espèce de bonde, un peu comme une bombe de lavabo, et puis la matière fiche le corps dans cette bombe de lavabo. Il y a une espèce de phénomène d'arrêt sur image qui fait que pour l'observateur extérieur, ça dure un temps infini, ce qui fait que ça permet de ne pas se poser la question du résultat de l'opération. Je suis face à une catastrophe qui dure un 10 millième de seconde pour l'observateur qui est dedans, mais moi qui suis à l'extérieur, ça dure un temps infini, donc je ne suis pas tenu de me préoccuper de savoir quel est le résultat de cette opération. Bon, là, on a un modèle différent. On a effectivement une étoile qui imploserait sur elle-même en un 10 millième de seconde, et elle passe simplement chez le voisin en dessous. Donc là, on peut tout de suite anticiper en disant, mais qu'est-ce qu'il y aurait comme confirmation observationnelle d'une chose comme ça? Eh bien, l'étoile abandonnerait un excès de gaz qu'on pourrait peut-être observer, qui ressemblerait un peu à une sorte de disque froid, genre à un autre Saturne. Bon, ça, c'est aller un peu plus loin. Donc, première chose, l'astronomie et l'astrophysique et la cosmologie va peut-être nous sécréter assez rapidement un modèle de transfert hyperspatial d'étoiles à neutrons dans une espèce d'univers parallèle. Alors si la nature sait faire quelque chose, on peut peut-être le faire nous aussi. Par exemple, la fusion contrôlée, ça a commencé bien avant qu'on soit là avec les étoiles. Les étoiles sont des réacteurs à fusion naturelle. Bon, si la fusion n'existait pas, on pourrait dire, si une étoile fonctionne, c'est bien le diable, si moi, j'arriverais pas à faire la même chose sur Terre. Bon, si une étoile à neutrons arrive à passer dans notre univers, peut-être qu'avec une technologie assez voisine, on pourrait arriver à faire la même chose. Bon, à ce moment-là, on passe dans cet univers gémellaire, on a une vitesse de la lumière qui donne une plage de vitesse beaucoup plus importante, donc ça permet de faire le voyage en prenant en quelque sorte le métro. Et alors quand on ressort, on donne l'impression d'avoir voyagé à 30, 40 ou 50 fois la vitesse de la lumière, alors qu'on est resté subluminique pendant tout son temps de croisière, quoi. Donc, imaginez par exemple à Paris, quelqu'un qui fait l'étoile de la nation en quelques minutes, et vous dites, c'est pas possible, tu ne peux pas avoir fait ça en marchant. Non, j'ai pris le métro. Donc, est-ce que notre cosmos a un métro? C'est tout. Et s'il a un métro, alors là, tout change, quoi. Le problème doit être complètement reconsidéré. J'ai été un des premiers à parler de ce genre de choses-là, parce qu'effectivement, il y avait une question qui choquait les physiciens et les scientifiques, comme par exemple le professeur Avery Schatzman, directeur de membre de l'Académie des sciences et personnage important à l'Union rationaliste, qui disait ça ne peut pas exister parce que les témoins parlent d'objets qui vont à très très grande vitesse et ils n'ont rien entendu. Or, à
une vitesse aussi évidemment supersonique, il aurait dû y avoir une onde de choc, donc un bang. L'objet aurait dû casser tous les carreaux. Donc à partir du moment où il n'y a pas de carreaux cassés, il disait, moi, je me refuse à croire à une chose pareille. Bon, alors à ce moment-là, moi, je suis mécanicien des fluides, physicien, j'ai repris un petit peu cette question-là. Il se trouve que j'avais fait de la MHD il y a 25 ans, donc j'avais une formation là-dessus. Et finalement, un avion rapide, supersonique de nos jours, il se propulse par réaction. Bon, la MHD, ça ne consiste pas à se propulser, ça consiste à aspirer l'air qu'on a devant. Et si vous êtes là et que vous aspirez l'air qui se trouve devant, ben vous ne faites pas d'onde de choc parce que l'air ne s'accumule pas donc devant vous. Et l'aérodyne MHD, qui correspond à une publication que j'avais faite en 1975, c'est un peu un engin qui creuse son chemin comme une taupe dans l'air, qui aspirerait l'air plus vite qu'il ne tombe. Bon. Alors, il y a eu une thèse de doctorat d'État là-dessus, qu'a fait Bertrand Lebrun. Il y a eu des publications dans des revues scientifiques à haut niveau, parce que moi j'estime que cette trajectoire-là, si elle n'est pas balisée à chaque fois par des publications de revues scientifiques, c'est pas la peine. Je veux dire, les scientifiques qui publient dans des revues d'ufologie, ça vaut pas un pas de lapin, c'est tout. Donc il faut vraiment marquer le coup. De ce côté-là, thèse, doctorat, publication, un certain nombre d'expériences préalables qui étaient assez intéressantes. Et par le calcul, quelles sont les vitesses qu'on peut atteindre avec un truc comme ça? Mais alors facilement en air dense, 1000, 2000, 5000, 10 000 km/h. Donc ça n'a strictement rien à voir avec les performances d'un avion. Et ça commence à cadrer un petit peu avec ce que les gens voient. Puis ensuite, la MHD, pour pouvoir ramer comme ça dans l'air ambiant, il faut l'ioniser. Donc à ce moment-là, il faut faire une décharge électrique autour de l'engin. Et ça donne des engins qui la nuit sont lumineux. Donc on se met à recoller complètement avec un certain nombre d'aspects des observations d'OVNI, et on a beaucoup plus de facilité à interpréter une observation d'OVNI en termes de vision d'un aérodyne MHD qu'en termes de vision de Vénus ou d'hallucination. Je veux dire que... Alors, c'est là que le problème se corse. Il y a des gens qui ont envie de dire c'est de la physique, et finalement qui construisent un dossier en apportant des constats, des éléments qui finissent par être plus crédibles que le modèle de l'hallucination collective, des choses de ce genre. Parce que quand on se pose cette question, on est un petit peu naïf, parce qu'il faut voir un petit peu les conséquences qu'aurait tout apport technique et culturel sur une société. Lorsque les frères Lay sont arrivés dans les années 30 chez les Papous, ils avaient 30 000 ans d'avance sur le plan technologique, ils ont pulvérisé cette société, il reste pratiquement plus que des ruines de la société Papou, simplement en leur expliquant que la Terre était ronde, que l'océan existait, que les nuages n'étaient pas des dieux, enfin toutes ces choses-là qui flanquent en l'air complètement une société. Donc il y a simplement le respect de l'ethnologue, puis là il y a aussi un phénomène sur lequel il faut fortement insister, c'est que le terrien, il est complètement fou, quoi. Voir mon livre Les Enfants du Diable, quoi, la bombe atomique, les missiles de croisière, on n'arrête pas les armes bactériologiques. Donc un apport technologique supplémentaire, c'est fait pour faire de nouvelles bêtises. Quand vous voyez des gens qui sont en train de s'entretuer avec des arcs et des flèches, vous leur apportez pas la poudre à canon, parce que ça va être franchement pire. Donc là, il y a une précaution prise pour éviter tout transfert intempestif de connaissances, parce que vous imaginez bien que la technologie qui permet d'aller d'une étoile à l'autre, il doit y avoir une arme derrière qui ne doit pas être piquée des flingots. Donc si les gens comprennent ce genre de choses, et ça je peux en tout cas vous témoigner d'une chose, c'est qu'est-ce qui intéresse les militaires dans le sujet OVNI, car ils s'y intéressent puissamment, y compris en France, et ce qu'ils veulent faire à travers ça, c'est un missile de croisière hyperstonique, c'est-à-dire un missile de croisière qui puisse se déplacer plus vite que le son au ras des toits et aller apporter une bombe à hydrogène. C'est leur façon à eux de vivre le sujet OVNI, chacun son truc. Bon, ensuite, il y a une version marine qui consiste à envisager une torpille thermonucléaire à haute vélocité, porteuse d'une bombe hydrogène. Moi, j'ai entendu des militaires me raconter ça avec la plus grande candeur, quoi. Ils sont contents quand ils auront ça. On a l'impression de gosses qui jouent avec des allumettes, quoi. Alors quand vous êtes face à des gens qui disent des choses pareilles, mettez-vous à la place de l'extraterrestre. Vous n'allez pas leur communiquer des informations. Et même, à l'inverse, il faudrait peut-être mieux maintenir ces gens dans l'ignorance, donc désinformer.